Chronique hors-jeu du 15 mai 2026, la disparition du bavardage par Daniela Ferrière de l'Académie française. Chaque vendredi, l'écrivain livre ses réflexions personnelles sur l'air du temps, un peu comme s'il tenait un journal. Ton nom. La scène se passe dans la petite boutique de souvenirs d'un aéroport et implique une femme, sa fille et la vendeuse. J'attendais mon tour dans la file. La petite fille de 4 ans se tient cachée derrière une plante verte pendant que sa mère passe à la caisse. C'est le genre d'enfant, on le sent, dont la personnalité à la maison est à l'opposé de celle qu'elle montre à l'extérieur. La vendeuse entreprend sans succès de lui faire la conversation. La mère refuse de répondre à sa place, un peu pour montrer qu'elle fait de l'espace à la petite, et beaucoup pour lui apprendre ce rituel absurde qui fait de nous des êtres humains, celui de parler pour ne rien dire. La petite fille ne comprend pas pourquoi ça devient si important qu'elle fasse son numéro. Et elle l'a raté en refusant obstinément de répondre à la plus simple des questions, « Comment t'appelles-tu » Après des millénaires de rapports quotidiens et de frottements constants dans les lieux publics, on n'a encore rien trouvé d'autre pour s'adresser à un enfant que cette question dont on écoute à peine la réponse. Il est vrai qu'on la pose sur tous les tons, avec gravité, en chantant, en minaudant ou en la répétant plusieurs fois de suite, comme si la petite était sourde ou idiote. Si la fille rate ce premier contact, il n'y aura pas de seconde chance. Et ce sera à la mère de s'expliquer. Elle se contentera alors d'un sourire gêné. Rien n'est plus pénible dans la vie quand on a 4 ans et qu'il faut faire quotidiennement la même réponse à des inconnus qu'on ne reverra plus ou qui auront vite oublié jusqu'à notre visage après s'être approché si près de nous. Ce jeu dont on ignore l'impact sur une sensibilité d'enfant ne cessera jamais, semble-t-il. Il arrive que la petite fille se voit obligée de faire 5 à 6 performances dans la journée. À ce stade, c'est du théâtre ambulant. Et si on évitait d'attirer la petite fille dans cet étrange club qu'elle refuse, à l'évidence, de faire partie? D'abord en évitant de lui poser cette question dont elle a le soupçon que tout le monde autour d'elle connaît la réponse. Et ensuite en permettant à son imagination de virevolter afin d'absorber autant de minuscules faits possibles que le théâtre de la rue propose. Ainsi, on pourra se réveiller dans un monde neuf, parce qu'une banale question aura disparu. Peut-être qu'une telle situation a perduré parce qu'on reste trop centré sur nous-mêmes et qu'on n'est pas assez attentif à la gêne d'une petite fille. Fille ou garçon. Les enfants ne sont pas toujours adorables, surtout quand ils sont pris dans un théâtre dont ils ignorent les règles. Imaginez leur colère quand ils découvriront plus tard, à l'adolescence, le vide de ces jeux d'adultes. En attendant, on s'attaque à la deuxième question qu'on tente d'effacer définitivement de la carte. Est-ce une fille ou un garçon? Prudente, la vendeuse, tout en rendant la monnaie, tente de clore la conversation en glissant que les garçons sont toujours plus timides au début que les filles, mais que vous verrez, il finira par éclore. La femme lui répond que c'est une fille et qu'elle s'appelle Julia. Au lieu d'éclater de rire en s'excusant de sa maîtrise, comme on faisait il y a à peine 20 ans, la vendeuse se fige. Dire à une fille qu'elle est une fille est déjà douteux. Se tromper de genre, dire à une fille qu'elle est un garçon, c'est aujourd'hui condamnable. D'où vient ce goût irrépressible de nommer les gens par leur genre? Pourquoi c'est maintenant qu'on se rend compte d'une telle absurdité? Qu'est-ce qui a changé depuis l'homo faber?
Les deux femmes se tournent avec une certaine anxiété vers moi. L'instant d'après, je compris que nous étions dans une nouvelle ère où chacun se méfie de l'autre. Nous sommes cernés par des agents identitaires dans un sens comme dans l'autre. Si on continue sur cette pente, personne n'osera plus dire un mot dans moins de 10 ans tant qu'on ne saura pas la nature officielle de la personne en face de nous. Une nature qu'elle refuse de révéler tant qu'on n'a pas fait la faute. Mais que certains soient encore définis par sa couleur, dans un monde en ébullition sur les graves questions de genre, est une anomalie. On ne peut pas continuer à dire qu'il est noir ou blanc, jaune ou rouge, quand on ne peut pas dire si c'est une fille ou un garçon. Bien sûr que ce papotage constant, traînant à sa suite quelques clichés tordus, avait la fonction de meubler le silence et peut-être d'adoucir la solitude de certains. La vie, telle que nous la connaissons, vient de changer sous nos yeux ahuris. La conversation est devenue un sport aussi dangereux que la tauromachie dans un salon. Tina Mère. Je viens de voir passer sous mes paupières closes la plus célèbre adolescente de la littérature québécoise, la merveilleuse Tina Mère de Porte-en-Queue, celle du docteur Ferron. Elle a passé son enfance dans une certaine insouciance, protégée par les arbres du boisé, dont un à Mélanchier. Toutes les interrogations de notre époque se retrouvent dans ce mince roman. Dès la première phrase, elle se présente « Je me nomme Tina Mère de Porte-en-Queue ». En fait, la décision de porter un nom n'a jamais été d'elle. Elle s'accroche simplement à une branche de son arbre généalogique. Tina Mère reste toujours au premier plan de l'histoire, mais on entend la voix de Ferron, trop pressé de planter le décor dans lequel Tina Mère va vivre. Tina Mère confirme « Je ne suis pas fille de nomade ou de rabouin ». En effet, sa vie durant, elle se rappellera cet enchantement d'être toujours entourée d'arbres qui pouvaient exprimer leurs émotions comme s'ils avaient une sensibilité propre. La Mélanchier de Ferron est un éloge de ce monde vert qui tend à disparaître de plus en plus de notre vue comme de notre vie. Certains vivent déjà dans la nostalgie d'une époque révolue. Alice est toujours au pays des merveilles, mais Tina Mère, plus lucide, choisit le bon côté des choses. Ferron aurait voulu que Tina Mère soit plutôt une amie de Mafalda. Et si La Mélanchier, le roman québécois préféré de Foglia, devenait une des lectures de cet été?